déjà, on était au bovin là, et les mecs ils étaient dans la, ils étaient dans la paille et ça repliait. C'est à côté et tout. Tireur du cul et tout. Ah, il doit se passer des trucs. C'est ça, là, c'est ça le moment comme ça, c'est ça qui est génial. Tout le monde est là. C'est chouette d'avoir des salariés comme ça, aussi engagés. C'est beaucoup de lumière quand même. Se faire accompagner, oui, donc c'est se faire accompagner, ouais. Se faire. J'ai besoin de me faire accompagner, s'il vous plaît, docteur. C'est grave. Giovalo, Giovalo. Tu veux? Il y a eu du monde un Tu peu. veux maintenant ou on attend 2 minutes? Je sais pas, soit Ouais. on envoie tout de suite et puis Ouais, ça c'est sera 2 fait, minutes. quoi. Hein? Comment? Ouais. On le fait maintenant? Non, 2 minutes. 2 minutes, ouais. 2 minutes? Et hein? Ouais, Ouais. Ouais, c'est bien. on se... J'en ai perdu 500 parce que... On y va? Allez, on y va. Vendredi 4 octobre, il est 12 h, on est ravis d'être avec vous. Soyez les bienvenus sur notre espace, l'Agora, l'endroit où on échange avec des expertes et des experts, et l'endroit où le public également vient pour poser des questions à celles et ceux qui nous rejoignent depuis mardi. Je suis ravi de retrouver Pierre Fontani, président directeur général de BioValo. Vous êtes également professeur des universités à l'université Clermont-Auvergne, Polytech Clermont-Ferrand. Bonjour Pierre Fontani, merci d'être là. Bonjour Pierre. On va, dans quelques instants, avec vous, si vous voulez bien, échanger sur le sujet suivant, se faire accompagner pour réussir son projet de méthanisation. On va un peu mettre en perspective, mettre en contexte, et puis après, on va bien sûr présenter vos activités, comment vous accompagnez la filière, comment les agriculteurs méthaniseurs eh bien, doivent être accompagnés tout au long de ces étapes pour lancer des projets. Bon, la méthanisation, cher professeur, ce n'était pas nouveau. 1776, avec la découverte du méthane par l'italien Alessandro Volta, du côté du lac Maggiore, où on découvre l'existence de gaz hydrogène carboné. J'espère ne pas dire de bêtises quand le professeur me regarde. On continue avec l'état des lieux de la méthanisation en France, puisque c'est une technique
qui est pas nouvelle, on l'a bien compris, mais à la fois récente, puisqu'elle est développée particulièrement en France depuis 15 ans. On revient sur l'état des lieux de la méthanisation en France, avec fin mars 2024, 1065 installations qui produisent de l'électricité à partir de biogaz. C'est de la cogénération. Cela correspond à une puissance installée de 590 MWh. 674 installations injectent du biométhane dans les réseaux de gaz naturel. Une filière qui est dynamique, récente on le disait, et qui représente environ 3200 emplois en 2023 pour 840 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont les chiffres présentés par l'ADEME. Première question, Pierre, peut-être pour expliquer un peu en détail pour celles et ceux qui découvrent ou redécouvrent la méthanisation. C'est une manière de produire des gaz renouvelables, on l'a vu, du biométhane ou de l'électricité. C'est un moyen, on parlait et on en a parlé, on va continuer à en parler, d'agir sur la souveraineté de notre pays. On ne dépend plus des énergies de l'extérieur et on est capable en plus de la décentraliser sur des territoires avec des nouveaux acteurs qui rentrent en jeu. Qu'est-ce que la méthanisation, Pierre ? Alors, bon, c'est vrai qu'il faudrait essayer de l'expliquer de manière un peu originale. C'est effectivement un procédé qui initialement est un procédé naturel. Et comme toute biotechnologie, en fait, on vient contrôler ce processus. C'est le cas aujourd'hui, puisque, comme vous l'avez rappelé, c'est des solutions qui sont industrialisées, qui fonctionnent, qui sont performantes. La méthanisation, c'est un procédé de dégradation de la matière organique en absence d'oxygène et qui se fait via des micro-organismes qui sont capables donc de produire un biogaz qui est composé de dioxyde de carbone et de méthane, qui est le gaz qui nous intéresse. L'autre particularité de ce processus, c'est que c'est une dégradation qui est partielle et donc on retrouve une partie de la matière organique sous forme de ce qu'on appelle un digestat qui retourne au sol pour pouvoir amender justement ce sol et lui permettre d'être enrichi avec des éléments nutritifs et permettre une nouvelle culture et ainsi boucler une économie circulaire. Et quelle fantastique opportunité pour une profession, à savoir la filière agricole, que de rentrer dans le jeu et de développer une nouvelle activité avec un nouveau métier, agriculteur, méthaniseur. Vous les accompagnez justement dans votre bureau d'études. On va venir, bien sûr, dans les prochaines questions sur le contexte de bilan qu'on peut déjà aussi tirer à date sur tout ce qui se passe au vu des chiffres que j'ai pu avancer. Avant cela, peut-être déjà pour expliquer pourquoi le gaz est-il complémentaire. On est en France convaincu d'une chose, et les experts le rapportent et le disent, un mix énergétique où il faut qu'il y ait du gaz, il faut qu'il y ait de l'électricité. On ne va pas miser sur une ressource plutôt qu'une autre, on va développer, déployer. Pourquoi justement le gaz est-il complémentaire à d'autres ressources énergétiques ? L'intérêt du gaz, le plus gros intérêt finalement, c'est qu'il est stockable. Voilà, on voit beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs sur le salon, notamment dans le domaine du photovoltaïque, qui permet de produire une électricité renouvelable qui est intéressante. La difficulté, c'est de pouvoir avoir une consommation immédiate. C'est pas toujours évident. L'avantage du gaz, c'est justement qu'il peut être injecté dans un réseau et stocké et répondre à une demande quand le besoin existe. Donc ça, c'est effectivement le gros avantage du biométhane. Et le fait qu'il soit vert, forcément, ça a aussi un intérêt parce que ça permet de substituer ce gaz à des énergies fossiles. Vous êtes un bureau d'études, vous accompagnez, mais pas que, vous faites aussi beaucoup de recherches pour accompagner le développement là aussi de la filière. Vous accompagnez les agriculteurs. Quand ils tapent à votre porte, comment ça se passe ? Est-ce que le projet qui est plus que naissant et abouti dans leur tête, comment on le travaille concrètement ? Ça prend combien de temps ? Et puis les ordres de grandeur en termes de chiffres, mais on va déjà démarrer par qu'un agriculteur vient chez vous, voilà, comment évolue après le projet avec vous ? Alors nous, effectivement, en tant que bureau d'études, on est là pour accompagner le porteur de projet, pour l'aider dans toutes les démarches qui peuvent être certaines fois un peu difficiles à appréhender, un peu terrifiantes quand on se lance dans des projets d'envergure comme ça. Et donc nous, notre rôle, c'est effectivement d'être à leur côté, de pouvoir les seconder, leur expliquer l'ensemble des démarches,
Donc il y a toute la partie bien sûr démarche administrative, mais il y a aussi toute la partie information, toute la partie acceptabilité qu'il va falloir mettre en place. Et puis avant tout, c'est est-ce qu'il y a une cohérence à la fois en termes de matières premières disponibles, en termes de capacité d'injection du gaz dans le réseau, ce qui n'est pas toujours là possible. Est-ce qu'on a un choix technique qui va être à privilégier par rapport à la problématique de cet exploitant. Voilà, donc nous, on va on va accompagner notre client sur l'ensemble de ses réflexions. On va faire certaines démarches pour lui, on va lui faciliter, on est facilitateur en fait de montage de projet. Et il y a peut-être des critères qui sont quasiment des clauses suspensives. Vous parlez d'éloignement du réseau, est-ce qu'il y a vraiment des sujets qui font qu'on ne peut pas se lancer dans un projet comme celui-ci si on n'a pas finalement toutes les cases cochées? Oui, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est qu'il y ait une vraie rentabilité pour l'exploitant qui se lance dans cette aventure. Il faut qu'il y ait une rentabilité. Donc à partir de là, nous, notre rôle, c'est de valider avec lui la faisabilité technique, économique. Donc je parlais, est-ce qu'il y a suffisamment de matière à mettre dans le méthaniseur pour assurer une production qui permet d'avoir un modèle économique viable. Voilà, nous, notre rôle, c'est effectivement de pas forcément vouloir vendre absolument une unité de méthanisation, faire en sorte que le projet se fasse. Non, l'idée, c'est de l'accompagner dans la réflexion. Et si la réflexion est positive, à ce moment-là, le projet se met en route via des constructeurs. Et on l'accompagne également dans la consultation de ces constructeurs. Voilà. Alors justement, en termes d'accompagnement, vous êtes à leur côté. Quelles sont finalement les grandes étapes? Il y a, j'imagine, le rendez-vous avec la banque pour la partie financement, aller voir les collectivités pour les autorisations et pour également bénéficier des financements. Enfin, en gros, si on doit classifier, là, quelles sont vraiment les grandes étapes d'accompagnement sur lesquelles il faut naturellement se muscler collectivement aussi bien avec votre cabinet d'études que les agriculteurs pour et mettre toutes les chances de son côté? Alors effectivement, il y a tout un tas d'étapes. Je vais peut-être commencer par la partie technique où on vient évaluer la capacité de matière disponible sur le site qui peut être traitée par méthanisation. Donc ça, c'est la première chose. Et on connaît la capacité de cette matière à produire du gaz. Donc on est capable d'estimer finalement une production annuelle. De cette production annuelle découle une rentabilité. Donc on va aller sur un modèle économique, on va avoir une première réflexion par rapport à un modèle économique. Et ce gaz qui va être produit, il va falloir être en capacité de l'injecter. Donc ça, c'est une validation technique dans un premier temps pour dimensionner un pré-projet. Et puis après, les étapes, une fois que ce go est donné, qu'il y a une vraie opportunité, on va aller d'abord sonder la possibilité de raccorder cette méthanisation au réseau de gaz naturel. Donc là, on va faire des études à nos collègues de GRDF, justement pour voir si on a bien une capacité d'injection. Et après, on enclenche tout un tas de démarches administratives, donc des déclarations, ce qu'on appelle une déclaration ICPE. On va faire une demande de permis de construire. Voilà, tout un tas de procédures à mettre en place. Jusqu'à avoir l'intégralité des autorisations administratives pour débuter le chantier. Se faire accompagner, c'est aussi se former sur un nouveau métier. On devient énergéticien. J'imagine qu'il faut être capable de bien appréhender aussi l'unité de méthanisation. Enfin, et je suppose que dans l'accompagnement, vous sensibilisez aussi bien sûr les professionnels pour leur dire attendez, c'est un nouveau métier qu'il va falloir être capable bien sûr de gérer au quotidien. Oui, effectivement, on a aussi la particularité d'être organisme de formation. On est certifié Calliope et donc on dispense des formations soit aux porteurs de projets, soit aux exploitants qui exploitent déjà des unités de méthanisation. Donc on travaille beaucoup, par exemple, la formation sécurité, qui est une formation qui est obligatoire et qui est très importante pour un exploitant qui découvre effectivement un nouveau métier avec des zones sur son site qui peuvent être un peu à risque. Donc voilà, il faut sensibiliser les exploitants à ça. On les accompagne aussi sur la découverte du suivi biologique, sur tout un tas sur de l'optimisation énergétique, sur tout un tas de thématiques qui peuvent en fait aider l'exploitant à faire en sorte que son outil soit de plus en plus performant. Et les astreintes aussi, je suppose, parce que quand forcément la machine tombe en panne, il faut être réactif et être
dans la mécanique immédiatement pour produire le plus vite possible. Oui, alors ça, bon, après, c'est souvent l'exploitant qui prend en main cette partie maintenance ou qui sous-traite cette partie-là. Nous, on ne fait pas cette partie, mais effectivement, par contre, on le sensibilise via des plans de maintenance, par exemple, qu'on conseille, à justement faire en sorte que s'il y a un problème, il puisse réagir très vite, il ait une solution, il ait une procédure. Et dans ce cas-là, il va gagner ce qu'on appelle un temps de disponibilité de son outil qui va être intéressant pour lui. On va parler un peu d'argent, forcément. Un ticket moyen, un montant moyen pour une exploitation de taille là aussi moyenne. Ça coûte combien? Ça met combien de temps à rentabiliser? Alors, un méthaniseur, la fourchette, aujourd'hui, c'est entre 5 et 8 millions d'euros pour une unité qui va faire, je sais pas, entre 120 et 150 normomètres cubes par heure. Ça va se rentabiliser. Ça, c'est assez fluctuant, mais en général, on parle de 7 ans de ROI. Donc, voilà, c'est un investissement qui est important, mais qui sur le long terme, permet encore une fois de diversifier les activités des agriculteurs et amène une rentabilité intéressante. 7 ans de ROI sur finalement une promesse de 15 ans de prix qui sont signés, c'est plutôt même économiquement très intéressant. Voilà, c'est intéressant par rapport à ça, puisque le tarif est aujourd'hui relativement intéressant et surtout on peut avoir des contrats sur du long terme, donc au-delà de ce temps de retour sur investissement. Ce qui fait qu'on a une garantie en fait d'avoir un chiffre d'affaires et une production sur le long terme. Donc on peut effectivement se projeter. C'est aussi pour ça qu'on arrive à franchir le pas et faire ces investissements qui sont conséquents quand même. Sur les 5 à 8 millions d'euros, il y a aussi bien sûr des aides, des financements publics. Ça peut représenter combien en termes de proportion? Alors ça c'est très particulier. Bon, il y a forcément un minimum de besoins en fonds propres. Et après on a effectivement des aides régionales, des aides de l'ADEME. Alors c'est très variable en fait en fonction du type de projet. Donc je ne vais peut-être pas rentrer dans tous ces détails techniques, mais ça va. Voilà, il y a un accompagnement sur de l'aide à l'investissement. Sur les études, il y a un accompagnement sur les études en amont, sur l'aide à l'accompagnement des bureaux d'études. Et après, sur l'investissement proprement dit. Ouais, il y a deux grands mécanismes d'aide pour les porteurs de projets. Parlons de la filière qui a eu le vent en poupe, qui l'a eu un peu moins ces 2 dernières années et qui repart avec un meilleur visage dans les prochains mois et prochaines années. Quels sont finalement les défis à venir? Quelles sont les perspectives? Est-ce qu'on va réussir à atteindre tous les objectifs? On a vraiment cet objectif de transition à horizon 2050 et il va falloir que forcément tout le monde ait ce rôle à jouer. Les agriculteurs auront ce rôle à jouer avec ces formidables perspectives économiques et sociales. Quels sont les défis là pour atteindre les objectifs qui ont été fixés à horizon 2050? Je crois, comme vous l'avez dit, il y a eu un petit creux dans la filière pendant ces 3 dernières années où c'était un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique qui reprend. Donc c'est très encourageant pour tous les acteurs de la filière, qui est créatrice d'emplois. On l'a peut-être pas assez répété, mais c'est vrai que c'est une vraie filière qui se professionnalise, qui aujourd'hui a des retours d'expérience qui sont vraiment intéressants. Voilà, donc on a cette dynamique. Les défis, c'est faire en sorte de continuer à professionnaliser la filière, faire en sorte de sécuriser les outils de production, et arriver à convaincre les exploitants de passer le cap, ou les industriels de passer le cap. Bon, on le voit, on a aussi de plus en plus de méthaniseurs quand on se promène dans les campagnes, et donc c'est aussi un peu de bouche à oreille. Les gens commencent à se rendre compte que finalement ça marche bien. Donc ils sont tentés par l'expérience. Donc ça c'est cette dynamique, il faut la maintenir. Les défis, c'est encore une fois être pédagogique pour pouvoir travailler cette acceptabilité, parce que comme tous les projets d'énergie renouvelable, il peut y avoir certaines fois des difficultés par rapport à ça. Mais je pense que tous les acteurs de la filière sont mobilisés.
La capacité de raccordement aujourd'hui, c'est de plus en plus simple, ce qui n'était pas le cas à une époque. Donc ça amène une vraie dynamique. Voilà, je pense qu'il y a de belles perspectives devant nous. Ouais. L'acceptabilité, la travailler, le faire au plus près du terrain, être dans le dialogue, ça reste important. Et puis c'est finalement la grande histoire au final du monde agricole, de travailler sur ce sujet d'acceptabilité, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent cristalliser l'opinion. Hein. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ouais. Non, c'est vrai, ça a toujours été particulier. Bon, aujourd'hui, c'est encore le cas, mais c'est pareil pour des centrales photovoltaïques. Je vois là, sur l'écran des centrales photovoltaïques ou des éoliennes. Voilà, on est souvent un peu... on est convaincu par les énergies renouvelables, mais souvent, si ça peut se faire ailleurs que devant chez soi, c'est mieux. Bon, il faut ouvrir les sites. Bon, je pense qu'il y a des associations qui le font très bien. Ouvrir les sites, faire rentrer les gens, leur expliquer ce qui s'y passe, et les choses évolueront de manière favorable. Pierre, si vous le voulez bien, on se tourne vers notre public qui a peut-être des questions sur ce sujet que nous partageons, se faire accompagner pour réussir son projet de méthanisation. Avez-vous des questions? On salue celles et ceux aussi qui sont derrière leur écran et qui, on espère, nous suivent avec beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas de questions. Pierre, merci infiniment. Merci, vous êtes, je le rappelle, président directeur général de BioValo, professeur des universités. Merci infiniment de votre présence ici sur le plateau de l'Agora, au sommet de l'élevage. Merci beaucoup, Pierre. Toujours un plaisir.